bonjour à tous et bonjour bien sûr à ceux qui nous regardent à travers le monde. Grâce à YouTube, on nous voit même en métropole. Donc je voudrais justement dédier cette émission à un certain Boris Ray qui nous envoie régulièrement des messages. Donc je voudrais justement dédier cette quotidienne à ce fameux personnage qui nous envoie beaucoup de messages. Et je voudrais également dédier aussi cette quotidienne à nos chers téléspectateurs calédoniens qui nous regardent très régulièrement et fidèlement. Alors pour le programme d'aujourd'hui, je vous propose d'aller direction Pointe-Dimier. Là-bas, nous nous intéressons à la natation. On en parle avec Jamie Waymo de notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, nous allons faire un coup de projecteur sur un artiste hors pair qui s'appelle Lénat. Donc Chloé va nous en parler dans sa rubrique culturelle. Et enfin, pour notre rubrique On s'occupe de vous aujourd'hui, donc on va parler de la réflexologie plantaire, donc c'est le massage des pieds, mais on va tout savoir avec Anna dans notre rubrique On s'occupe de vous. Pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Mahé, donc bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le secrétaire général du Sénat coutumier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la tournée, donc de la charte du peuple kanak. Donc ce principe-là s'appelle la tournée de la pirogue. Vous allez commencer justement par Balade, Puebo et Tiaoué. Donc pour nous expliquer un peu c'est quoi en fait justement ce principe, cette tournée. Alors cette tournée, on a déjà effectué une tournée l'année dernière pour aller consulter nos autorités coutumières, pour aller les consulter sur le travail sur la charte. Cela a abouti à la proclamation de la charte le 27 avril 2014. Il s'agit maintenant, après presque un an d'existence de cette charte, de faire le point, pour la mise en œuvre sur la mise en œuvre de cette charte. D'accord. Donc, on va dire en réalité, c'est vraiment de présenter le futur code civil kanak. C'est quoi exactement? Alors, ce qui se passe, c'est que la charte, donc c'est un document qui précise les valeurs kanak. Il convient maintenant de le transformer, de faire des propositions de texte ou des politiques publiques qui mettraient en exercice toutes les valeurs qui sont cités sur cette charte. Donc le but, c'est de passer dans toutes les tribus et de demander l'avis à la population? Alors le but, c'est déjà qu'on s'entende sur les termes. Parce que là, maintenant, on va passer sur des écritures de texte. Donc il est important que sur un mot qu'on emploie, qu'on ait tous la même signification de ce mot-là. Donc c'est l'exercice qui va se passer là, c'est qu'on va faire la tournée de toutes les aires. Sur certaines aires, ça va se passer par des réunions presque publiques, disons-le, sur l'aire, par exemple, Paatitimouki, sur la côte, sur toutes les communes de Paatitimouki, par exemple, ils ont décidé de faire des réunions, je dirais, presque publiques, parce que les réunions se tiendraient dans les mairies, et c'est appel aux autorités coutumières d'une part, mais en fait à la population en général. Ça va être quand même compliqué parce que, je veux dire, les aires coutumières ici en Nouvelle-Calédonie ne marchent pas de la même manière. Comment convaincre justement la population qu'on est en face justement à un code civil commun? Alors on a déjà démontré qu'on peut le faire. D'accord. Si on est arrivé à faire signer par 99% de nos autorités coutumières la charte du peuple kanak, c'est qu'on démontre qu'on peut s'entendre sur des valeurs communes, sur des concepts communs de comment on envisage notre identité dans cette société actuelle et dans le futur. Parce que un des objectifs de la charte aussi, dans cette tournée-là, c'est qu'on va surtout préparer un grand événement qu'on va tenir au mois de juin, où on va justement essayer de discuter comment, dans le futur institutionnel, quelle est la place de l'identité kanak. Alors justement, vous demandez un peu plus de reconnaissance au niveau de l'institution au Sénat coutumier, parce que le Sénat coutumier reste toujours consultatif. On demande surtout l'application de l'accord de Nouméa.
Parce que sur l'accord de Nouméa, on est reconnu comme une institution. La difficulté qu'il y a, c'est que, alors qu'on est reconnu comme une institution, on fonctionne comme un service du gouvernement. Donc c'est une des premières, politiques publiques qu'on souhaitait mettre en œuvre, par exemple, dès l'adoption de la charte. C'est ce qu'on a appelé la réforme de l'administration des affaires coutumières. Donc à travers cette volonté-là, on est par exemple actuellement dans le cadre d'une étude pour mettre en place ce qu'on appelle le guichet unique des affaires coutumières. C'est-à-dire que sur un site bien précis, on aura tous les services qui seront rendus à toutes les personnes de statut de droit particulier. Et les autres même peuvent venir nous demander des renseignements. Alors en parlant justement de réforme, il y a eu quelques petites avancées. Donc les chefs coutumiers, enfin les coutumiers de Djéhou ont fait justement la réforme du mariage. Est-ce que c'est des points, est-ce que c'est des choses qui avancent, des points positifs? Oui, là-dessus, c'est un point très positif. Maintenant, l'étape d'après, c'est à nous, le Sénat, de voir maintenant comment on va le porter au niveau pays, quoi. Parce que ce texte-là, enfin cette réforme-là, s'adresse principalement dans ce qui se passe à Djéhou. C'est une volonté aussi de la population de Djéhou. Mais maintenant, il faut voir comment nous, on le porte au niveau pays, parce que ça va concerner tout le pays, cette réforme du mariage sur Djéhou. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres exemples précis par rapport à cette charte du peuple kanak? Par exemple, le clan, comment ça va se passer autour de ça? Alors, par exemple, le clan, à l'intérieur de la charte, par exemple, on a écrit les valeurs qui permettent de désigner le chef de clan. Ce qu'on dit dedans, par exemple, c'est que le chef de clan, c'est l'aîné de la branche aînée qui est chef de clan. Ce qu'il y a, c'est qu'il y aura peut-être dans des situations où ça ne pourra pas se faire, où il y a, avec des changements, il y a des choses. Donc maintenant, c'est comment on va mettre ça dans un texte. Parce qu'il va falloir maintenant définir les procédures et puis après aussi dire les droits, les devoirs, parce que c'est tout ça c'est notre travail qui va arriver là. Il y a d'ailleurs un texte qu'on envisage de sortir d'ici de la fin de l'année sur justement ce qu'on appelle la restructuration des autorités coutumières et l'organisation sociale kanak. Alors en parlant de réforme, justement, on a eu l'exemple de l'IFU. Les coutumiers ont proposé donc une réforme du mariage, donc c'est une avancée pour le Sénat coutumier. Oui, c'est une avancée. Maintenant, il nous appartient, nous, le Sénat coutumier, de le faire valider à l'échelle pays. Parce que la question de la réforme des mariages sur Djéhou, il va avoir une incidence sur le pays. Donc c'est comment on va le porter à l'échelle pays. Alors un autre exemple, le clan, par exemple, qu'est-ce qui va se passer autour de ça et qu'est-ce qui va être proposé justement à la population? Alors au niveau du clan, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de la charte, par nos valeurs, on dit comment on le définit le chef de clan. Maintenant, il va falloir par des textes dire la procédure, dire les droits et les devoirs du chef de clan et organiser tout cela. Alors une autre réalité calédonienne, c'est le destin commun. Donc comment vous allez travailler ça dans la charte du peuple kanak? Alors ce qu'il faut dire en premier, c'est que à la différence des autres communautés qu'il y a sur ce territoire, la communauté kanak a la chance, si on peut considérer ça comme une chance, d'avoir des institutions qui sont destinées à défendre son identité. Donc c'est le rôle du Sénat coutumier et des conseils coutumiers. Nous, quand on parle de l'identité kanak, on ne parle pas d'indépendance ni de rester dans la France. C'est un peu la complication, en fait, d'expliquer. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on va préparer un grand travail pour le mois de juin, nous, cette tournée-là va nous permettre à la fin de cette tournée-là, vers le mois de mai, de sortir un document pour dire voilà ce que l'identité kanak souhaite être représentée, quel que soit le futur institutionnel, qu'on soit indépendant ou pas. Maintenant, cette vision-là des autorités coutumières et des clans doit être portée, doit être confrontée avec les autres visions, la vision politique des choses, la vision religieuse des choses, la vision des associations, des mamans. Donc ce qu'on a prévu aussi, c'est qu'à la fin là, de notre tournée, on va sortir un document pour dire voilà ce que c'est la vision des Kanaks, on va faire un questionnaire, on va interroger les autres groupes de la société et au mois de juin,
on va confronter, lors de ce colloque-là, on va confronter ces résultats-là. D'accord. On va dire, voilà ce que l'identité kanak, voilà ce que les institutions qui ont été mises en place pour travailler sur l'identité kanak proposent. Voilà ce que les autres disent, et après on va confronter ça. Donc c'est là où la discussion va s'engager, et on va voir comment les choses vont évoluer. D'accord. Alors avant d'annoncer, parce que nous arrivons au terme de cet entretien, avant d'annoncer justement les tournées, une petite question politique peut-être au Sénat coutumier. Que pensez-vous aujourd'hui de l'instabilité du gouvernement? Est-ce que ça pose problème justement au projet, aux décisions du Sénat coutumier? Nous, on a un exemple concret, par exemple, on a une convention qui est actuellement bloquée au gouvernement. Et moi, par exemple, je devais faire des réunions de cette semaine, mais on a été obligé de les annuler, cette réunion-là, parce qu'on n'a pas le retour de cette convention-là, et on ne peut pas engager des prestataires qu'on n'est pas sûr de pouvoir après honorer les factures. Alors, en tant que coutumier, qu'est-ce que vous dites? Alors, ce qu'il y a aussi, bon, moi je ne suis pas sénateur, je suis au niveau du Sénat en général, on va dire ça. Au niveau administratif, ce qu'il y a, c'est que nous, ça ne nous empêche pas de travailler. Nous, on avance là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place, on va commencer nos pirogues, on a des projets de textes en cours, on fait nos séances plénières comme d'habitude. Ce qu'il y a par contre, c'est que voilà, quoi, sur des questions bien particulières, ça nous pose problème dessus, mais sinon dans l'ensemble, vous travaillez normalement. Ça ne nous dérange pas. Alors, pour terminer, Jean-Luc, justement, nous annonçons à la population les premières tournées de cette pirogue. Alors, d'abord, pour la population, c'est les aires coutumières, dans chaque aire coutumière, qui organisent les lieux des tournées et les heures des tournées et les transports et tout ça. Après, donc ça commence du 10 mars. Le 10 mars, les 3 pirogues sont à l'eau en même temps. D'accord. Donc il y en a une pour la côte ouest qui va commencer donc à Puebo. Il y en a une sur la côte est, une sur la côte ouest qui va commencer à Poum, une sur la côte est qui va commencer à Puebo, et une sur les îles qui va commencer à Djéou. D'accord. Et c'est constitué des coutumiers de l'art? C'est constitué des sénateurs, et on va à la rencontre des aires coutumières, des sénateurs, des administratifs du Sénat coutumier, et on va à la rencontre des sénateurs et des coutumiers de l'air. Donc après, c'est chacune des aires coutumières qui fait l'appel pour ses ressortissants. Alors, un dernier message justement à la population par rapport à cette tournée, par rapport à la charte du peuple kanak? Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que surtout que ces réunions-là, ils sont normalement publics. Alors, l'appel, ce serait peut-être pour nos autorités coutumières, pour nos ressortissants qui sont dans nos tribus, dans nos districts, de ne pas hésiter à venir à ces réunions-là, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en premier sur cette réunion-là. L'idée, c'est surtout qu'à la fin, quand on va porter le projet de société, enfin le projet de l'identité kanak dans le futur projet de société, c'est qu'on ait une seule parole. C'est ça les choses. C'est pour ça qu'on fait le tour de chaque aire coutumière pour s'appliquer à que tout le monde ait la même compréhension des choses pour après pouvoir en dégager une seule parole. Voilà, donc c'est sur ces mots que cet entretien se finit. Jean-Luc May, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Alors, Anna, je te reçois dans la quotidienne, donc dernier jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut noter comme rendez-vous? Alors, salut Élise et salut à tous. On parle d'un sujet qui fait mal, puisqu'on parle des impôts. Alors, comme tu le sais peut-être, voilà, c'est la période de déclaration des impôts. Donc, il faut déclarer ses impôts. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, des fois, c'est compliqué. Alors, si pour vous aussi, c'est la même chose, rassurez-vous, il y a les agents des services fiscaux qui vont faire une tournée sur le territoire, justement pour aider toutes les personnes qui ont un peu de mal, qui n'arrivent pas à remplir un peu toute cette paperasse. Alors il y aura des dates de permanence qui seront données tout au long du mois de mars. On y reviendra. Pour l'heure, on donne déjà celle de la semaine prochaine, si tu veux bien. Alors du côté de l'île des Pins, pour commencer, à la mairie de Vao, c'est le jeudi 12 mars. Alors retenez bien la date. Jeudi 12 mars à la mairie de Vao, à l'île des Pins, de 9h30 à 11h30. Et de midi et demi à 4h30, 16h30, pardon. Ensuite, à la mairie de Oué, à Lifou, alors là, c'est le jeudi 12 et le vendredi 13 mars, de 7h30 à 11h30, et l'après-midi de 12h30 à 16h30. Ensuite,
Le vendredi, pardon, toujours à la mairie de Houé, à Lifou. Le vendredi, là, par contre, ça sera jusqu'à 15h30, hein, D'accord. au lieu de 16h30. Ensuite, sur la commune de Koné, donc on revient là sur la Grande Terre. Alors, ça se passe du côté du bureau du service des impôts et c'est le vendredi 13 mars de 7h45 à 11h30 et de 12h30 à 16h. Alors voilà, si vous avez un peu de mal avec toute cette paperasse, n'hésitez pas à aller à ces permanences. Il y a des agents qui viendront donc pour vous aider et vous conseiller. Alors moi, juste concernant ces impôts-là, j'ai essayé, tu sais, de déclarer sur Internet. Oui. Bon, j'ai réussi. Maintenant, il faudra aller voir justement sur le site des impôts pour pouvoir voir comment on fait les démarches. En tout cas, l'année dernière, j'ai testé et ça a marché. Voilà, ça a marché. C'est bien pratique. Voilà, c'est bien pratique. Donc, et pour la suite de Koné, tout à l'heure, on va direction Koumak. Alors là, on monte un peu plus dans le nord. On va du côté de Koumak avec le Kiwanis Club Ralia. Alors lui qui organise donc un concours de belote. Alors pour les amateurs de belote, retenez, la date c'est le samedi 14 mars. Donc c'est chez Elisabeth et Henri Reuillard à Panouna. Alors ils vous attendent à partir de 12h30. Ensuite le concours lui va débuter vers 13h pour que tout le monde puisse arriver. Ensuite... si vous voulez donc vous inscrire ou avoir des infos, vous pouvez contacter le 42 49 13. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. On sait qu'ici, au pays, il y a beaucoup d'amateurs. Voilà, beaucoup d'amateurs de belote. Alors, à quoi vont servir justement ces fonds? Alors, les fonds, ils seront destinés donc à aider pour lutter contre le tétanos maternel et infantile dans les pays où le vaccin n'est pas fait systématiquement par manque de moyens, par exemple. Et c'est un projet qui est porté par tous les Kiwanis du monde entier et par l'UNICEF aussi. Alors, tout ça, voilà, cette journée de tournoi de belote, voilà, s'inscrit dans ce cadre-là, voilà, pour apporter des dons donc, pour cette lutte contre le tétanos. Et pour une petite info, Élise, alors il faut savoir que toutes les 9 minutes, eh bien, il y a un bébé qui meurt du tétanos, malheureusement, dans le monde. Et bon, c'est quand même assez grave. Donc voilà, on peut aider, soit en participant à ce type de journée, ou soit en faisant des dons, tout simplement, faisant un don auprès d'un Kiwanis du territoire. Il y a beaucoup de clubs Kiwanis sur le territoire, donc vous pouvez faire un don auprès d'eux, tout simplement. Voilà, donc on peut s'amuser tout en aidant. Donc avis à vous qui nous regardez à la maison, j'espère que vous ferez preuve encore une fois de générosité afin d'aider ces bébés et leurs mamans. Et puis on reste à Koumak pour la suite. Oui, et là on parle d'autre chose, puisque là on passe de la belote à du théâtre. Alors, on va parler de l'AFMI qui propose donc des ateliers théâtre et ça se passera du côté de l'espace culturel de Koumak et c'est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans et les cours pour eux c'est le lundi de 16h30 à 18h30 et pour les adultes à partir de 18 ans c'est possible aussi. Alors pour eux ça sera le jeudi de 16h30 à 18h30. Alors si vous êtes intéressé par le théâtre, vous pouvez avoir plus d'infos en contactant le 42 33 04. Et pour suivre l'agenda, on va du côté de Vaud pour une animation de ce week-end, pour ce week-end. Alors là, on va parler plus mécanique, sport mécanique. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs aussi sur le territoire de sport mécanique. Alors là, retenez bien, c'est à Vaud et c'est une journée donc dédiée au sport mécanique. Il y aura du stock car, du fun car, du motocross, du kart cross et tout ça, ça se passe le samedi 7 mars à partir de 8h, donc jusqu'à 17h, toute la journée. Du côté de Wenja, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve Wenja, c'est à environ 8 km de Temala, sur la commune de Vaud. Et puis donc cette journée, elle est organisée par le team Clavel Motorsport. Et si ça vous intéresse d'être fan de sport mécanique, vous pouvez contacter le 77 29 87 pour avoir plus de renseignements sur cette journée. Voilà, et de Vaud, nous descendons encore dans le sud, on va à Nouméa plus précisément. Oui, on revient donc à la capitale avec toujours du sport, mais là on va parler du bubble foot, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, Jimmy en a parlé dans la rubrique C'est sport, c'est assez ludique comme sport. C'est rigolo, on va dire. Rigolo, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est un peu comme le football classique, l'objectif c'est toujours de marquer des buts. Mais par contre, il y a un équipement assez, on va dire, spécial, bizarre même. Une grosse bulle, en fait. Voilà, c'est une grosse bulle. Chaque joueur est équipé d'une bulle. Et puis, donc, ça va de la tête jusqu'au genou. Et puis, donc, les équipes, elles sont plus restreintes que le foot classique, puisqu'il n'y a que 5 personnes. Donc, il y a 4 joueurs plus le gardien.
Ce qui est bien, c'est que même si on se touche, on se fait pas mal. Puis ça doit être comique quand même, le match. C'est assez rigolo parce que les joueurs, en fait, ils peuvent se pousser, tu vois. Ils peuvent se pousser, ils peuvent se faire même décoller sur plusieurs mètres. Puis ils se font pas mal puisqu'ils sont protégés donc, par leur bulle. Et puis donc, voilà, c'est assez rigolo à voir. Hein. Donc on peut s'inscrire. On peut s'initier, on peut essayer si vous voulez essayer. Donc il y a justement un week-end qui est dédié à ça. Et c'est le dimanche 8 mars sur le terrain de l'Olympique du côté de Sainte-Marie, de 8h à 11h. C'est ouvert à tout le monde, aux ados comme aux adultes. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à aller passer un bon dimanche de rigolade du côté de Sainte-Marie. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez contacter le 20 69 20 et demander Philippe qui vous dira tout. Ok, ben on va arrêter de rester dans notre bulle et puis on va aller essayer de vraies bulles. On va l'essayer. On va aller essayer juste pour voir comment ça se passe. Merci Anna et puis on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique football. À tout à l'heure. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui on va parler de la natation et il y a du nouveau. C'est ça, bonjour Elise et bonjour à tous. Il y a du nouveau autour de la natation calédonienne. Après le windsurf, c'est au tour de la natation en eau libre de faire de la Calédonie le lieu de rendez-vous de tous les meilleurs nageurs du monde. Le pays accueille le 18 avril prochain une étape du circuit de la Coupe du Monde. La bonne nouvelle est arrivée de Hongrie, lieu où le dossier calédonien a été présenté puis ensuite accepté. 40 à 50 nageurs sont donc attendus. Parmi eux, il y aura bien entendu les nageurs français mais également des nageurs calédoniens. C'est une course qui aura lieu à Lansvata. Voici là donc une bonne nouvelle, toujours pour la discipline et puis surtout pour le pays. Élise. Alors, quel est le poids justement de la natation dans le pays? La natation, Élise, c'est 3100 licenciés, 8 clubs pour 4 disciplines olympiques. Il faut savoir que la Ligue de natation elle regroupe 4 disciplines qui sont la natation synchronisée, le water polo, la natation en bassin, donc ce qu'on voit un peu dans les meetings, les courses qui se déroulent au CNC, puis aussi au centre de Koutio. Et puis aussi, il y a aussi il y a le water polo, la natation, le bassin. Et puis, je me suis perdu, il y a la natation en eau libre. Donc, c'est la catégorie qui recevra l'une des 9 étapes du circuit mondial pour une distance de 10 km. C'est une grande première pour le pays et puis une bonne nouvelle pour la discipline. Durant 3 ans, une étape du circuit se déroulera ici. Donc, ce sont des arguments qui font de la natation la 3e ligue du pays après le football et le golf. Alors, justement, c'est une discipline qui marche bien et qui côtoie régulièrement le niveau international. Quel est le secret de la Ligue? Alors, selon la présidente de la Ligue, Céline Brasseur, le bon fonctionnement, on le doit au dynamisme des bénévoles et puis aussi des entraîneurs. 40 ans de bénévolat et de dévouement, dynamisme des clubs, des espoirs calédoniens qui s'illustrent à l'extérieur avec des résultats un peu plus que satisfaisants. En effet, les voyants sont au vert. Tout marche pour la natation calédonienne, de la réussite qui plaît au public calédonien mais également aux institutions. D'ailleurs, la présidente de la Ligue, Céline Brasseur, rend hommage aux collectivités. Elle disait, je cite, « Les collectivités ont vraiment joué un rôle déterminant dans le développement de la discipline ». Là, bien sûr, on parle des aides et des subventions accordées à cette discipline. Et n'hésite pas justement à aider la Ligue, notamment en finançant des projets. Voilà, en finançant des projets, Elise, comme tu le dis si bien, comme bien entendu le centre aquatique de Dimbéa, le premier pôle espoir du pays. Cela fait maintenant 1 an que cette structure, que ce centre existe. Il a pour mission de former l'élite de demain, les cadres de la natation en bassin, donc des futurs champions qui tous les jours s'entraînent entre 17h et 20h, une préparation pour faire face à de nombreuses échéances qui les attendent après avoir eu des vacances très écourtées. Et puis c'est à Pointe-Dimier d'ailleurs que leur préparation a débuté. Tout de suite, voici là une rencontre avec le club de Dimbéa et ses licenciés proposée par Aurélie Chiran. Alors le club de Dimbéa Natation existe depuis plus de 10 ans. Depuis maintenant 2 ans, le club s'est restructuré et donc nous sommes partis sur un nouveau projet sportif. On accueille les enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à la majorité et même plus avec les groupes de masters, les adultes qui sont également accueillis. Pour les catégories les plus jeunes, on propose d'abord des cours de familiarisation avec l'eau.
Et puis progressivement, on va vers de la natation plus classique, vers la compétition. Et une fois que les enfants réussissent à atteindre un niveau national, on leur propose éventuellement d'intégrer le pôle espoir Océania afin de pouvoir espérer faire une carrière internationale. Alors là, pour les vacances scolaires, on a décidé de partir en province nord avec un groupe de 14 enfants. Donc, ces enfants sont les représentants du groupe compétition. Donc, c'est les meilleurs nageurs du club. On les envoie en province nord pour avoir des qualités de travail optimales. Dans un premier temps, déjà, ça nous permet de nous retrouver en groupe, d'être isolés un petit peu et de penser uniquement à la natation. Et puis c'est vrai que le fait d'être en province nord sur Pointe-Dimier, ça permet également de se dépayser et puis de découvrir autre chose que Nouméa et le Grand Nouméa. Alors on a choisi la commune de Pointe-Dimier pour plusieurs raisons. Déjà, on a la chance d'avoir la commune qui nous propose un hébergement de qualité à côté du stade. Donc on est très bien accueillis, les enfants mangent très bien, c'est très copieux. Et puis principalement pour la piscine qui reste très disponible. On s'entend très bien avec Franck qui nous permet de pouvoir s'entraîner et le matin et le soir en dehors des ouvertures publiques. Donc ça nous fait quand même pas mal d'espace bassin. Et c'est vrai que sur le Nouméa et le Grand Nouméa, ça peut être assez difficile d'avoir 4 à 5 lignes d'eau en même temps pour pouvoir entraîner les enfants. Alors que sur Pointe-Dimier, on arrive assez facilement donc, à avoir des créneaux horaires le matin et l'après-midi, ce qui nous permet de nous entraîner 2 fois par jour, c'est-à-dire 4 à 5 heures. Le fait de sortir de Nouméa pour faire les stages, nous, ça nous permet d'être 24 heures sur 24 avec les nageurs en tant qu'éducateurs. Donc on arrive mieux à faire passer nos valeurs sportives, nos valeurs éducatives. Et c'est vrai que les enfants restent beaucoup plus concentrés sur l'entraînement, ce qui permet d'avoir des résultats après en compétition qui sont bien meilleurs. Donc là pour le stage qu'on est en train de faire, donc on est en période de préparation pour les principales échéances qualificatives qui ont lieu au mois de mars. Donc là sur cette période de janvier, on a surtout un gros travail de fond qui est prévu, donc les enfants risquent de nager beaucoup. On va aller jusqu'à une dizaine de kilomètres par jour. Et en deuxième partie du programme d'entraînement, il y a énormément de travail technique demandé. On travaille la précision des gestes afin d'améliorer les techniques de nage. Donc quand on va coupler un bon travail de fond avec une bonne technique de nage, en général les performances derrière ça tombe, ça s'améliore pas mal. Alors sur un plan sportif, les enfants à nager 2 fois par jour, donc à faire 5 heures de sport, gagnent énormément au niveau de l'endurance, donc sont plus tolérants à l'effort, apprennent également à travailler, accepter le travail. Sur le plan sportif toujours, mais niveau technique, eh bien, on arrive à corriger des gros défauts qui parfois peuvent traîner durant l'année, donc durant la saison sportive. Et là, le fait de les avoir 2 fois par jour, de leur rappeler plus souvent, on arrive à corriger les gros défauts techniques. Et puis sur le plan humain, il y a aussi une notion de groupe qui s'installe, c'est-à-dire que c'est là qu'on peut réussir à créer vraiment un esprit de groupe et puis à essayer de transmettre les valeurs du club qui nous sont chères. On ne fait pas uniquement du sport, on est aussi éducateurs avant tout. Donc déjà dans un premier temps, les enfants ils sont quand même très fatigués parce qu'ils ont nagé jusqu'à 60 km dans la semaine. Ils sont aussi assez enthousiastes d'avoir découvert un nouvel environnement. Certains enfants n'étaient jamais allés en province nord. C'est quand même intéressant pour eux de pouvoir sortir de Nouméa et du Grand Nouméa. Et puis ça nous dégage aussi pas mal de pistes de travail pour notre retour sur Nouméa et Grand Nouméa, d'MBA. Parce que malheureusement, il reste quand même du travail avant ces échéances du 14-15 mars qui donc sont qualificatifs pour les championnats de Calédonie, les championnats de France et les Jeux du Pacifique. On est là pour nager. On est là pour nager. Allez Dembéa. Allez Dembéa. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser.
Alors, quels sont les échanges qu'il prépare? Alors, il y aura les championnats de France, bien entendu le championnat local, donc le championnat de Calédonie de natation, et puis aussi et surtout les Jeux du Pacifique PNJ 2015. En effet, l'année va être plus que chargée pour les nageurs de Dembéa, mais avant de rêver de raccrocher une quelconque médaille autour de leur cou, lors de ces différents rendez-vous majeurs, ils devront d'abord s'employer pour réaliser des traditionnels minima requis, donc février, mars et avril, date des prochaines qualifications où ils devront réaliser les minima pour PNJ 2015 et composer cette sélection, la sélection calédonienne, qui sera, il y aura une liste de 22 joueurs qui seront retenus pour représenter la Nouvelle-Calédonie durant PNJ 2015. Elise. Alors là, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un gros travail de formation qui est effectué. En effet, avec la création du centre aquatique de DBA, déjà, ne serait-ce que ça témoigne de la volonté de la Ligue de vouloir former l'arrière-garde, assurer l'avenir de la discipline. Il faut noter également la venue tous les ans d'un cadre technique d'État. C'est un envoyé par la Fédération française de natation qui a pour mission de préparer nos nageurs dans les mêmes conditions que les nageurs métropolitains. Donc proposer un encadrement irréprochable et c'est ce qui fait d'ailleurs que la natation connaît une véritable émulation. Alors, émulation, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que, justement, selon toi, est-ce que cette manière d'encadrer ou entraîner favorise chaque année l'arrivée de nouveaux licenciés? De mon point de vue personnel et puis en tant que sportif, je pense que le fait de faire venir des personnes diplômées de la métropole qui ont les bonnes capacités requises pour pouvoir dispenser des entraînements de qualité, rien que ça suffit pour motiver les jeunes à venir s'entraîner. Le jeune, il se met dans la tête qu'il va venir s'entraîner, il aura des entraînements de qualité et il sent que derrière il aura une progression s'il est assidu et s'il dispose d'un mental de sportif. Donc rien que ça suffit pour attirer des jeunes. Mais après, à côté de ça, tu as différents clubs qui n'hésitent pas à organiser des compétitions internationales, des meetings, notamment celui du CNC qui est organisé cette année, tous les ans, Et puis tu as d'autres clubs aussi qui proposent des voyages, notamment en Nouvelle-Zélande, des voyages qui s'adressent aux poussins, donc les tout petits, les futurs champions de demain. Une catégorie qui n'est pas prise en charge par la Ligue au niveau des déplacements, c'est que les différents clubs du pays, justement, pour que ces jeunes-là ne soient pas découragés et puis partent dans d'autres disciplines, je vais y arriver, et bien pour les conserver, ils organisent des rencontres internationales, des matchs, des compétitions et ils se rendent régulièrement en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça stimule le jeune nageur et puis il sait que quand il vient s'entraîner déjà, il dispose d'un entraînement de qualité avec une personne qui pourra lui enseigner, lui dispenser des cours de natation de façon très pédagogue cette discipline. Donc du coup, cette passion, il va travailler à la fois sa passion et puis l'envie de vouloir réussir. Et je dirais que c'est ça, de mon point de vue personnel, c'est ça qui attire les jeunes tous les ans à faire de la natation. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyages et puis les voyages, tous les jeunes rêvent de voyager avec en faisant sa passion, que ce soit dans le football, le volley et ici la natation. Et puis tu as aussi des entraîneurs de qualité. Si l'entraîneur te dispose, là, je le répète, mais c'est très important de souligner le fait qu'on a un entraîneur qui est compétent. Un entraîneur compétent, voilà, il n'y a pas de secret. Le jeune, il sera motivé à venir s'entraîner. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on peut arriver à attirer, à faire venir davantage de licenciés et que la discipline puisse se développer tout simplement. Les voyages à l'étranger, les compétitions permettent justement d'évoluer. Merci, on voit que la discipline est en bonne santé. Merci Jamie. Merci Elise et puis merci à tous. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique « On s'occupe de vous ». Alors Anna, on te retrouve pour la rubrique on s'occupe de vous et aujourd'hui on parle de réflexologie plantaire. Donc corrige-moi si c'est pas ça, dans ta rubrique pour justement gérer le stress, soulager les jambes lourdes et pour justement les douleurs du sportif, surtout pour ceux qui jouent au foot ou ceux qui jouent au hand, voilà, ceux qui courent beaucoup, quoi. Donc voici quelques exemples de troubles que la réflexologie plantaire peut aider à soulager. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique,
c'est le massage du pied. Donc, on s'intéresse aux pieds. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu d'histoire. Comme tu sais que j'aime bien faire toujours un peu d'histoire. Oui. J'aime bien faire mon historienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette médecine qui masse les pieds? En fait, c'est un art ancestral qui fait partie des médecines naturelles. Et ça remonte jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Donc, c'était le massage des pieds. Et il n'y a pas qu'en Chine, puisque même en Égypte, on a retrouvé des traces. C'était en 2300 avant Jésus-Christ. Et là, on a retrouvé ces traces où? Eh bien, sur le tombeau d'un haut dignitaire égyptien. Et en fait, c'était une fresque, une illustration qui représentait donc, un dessin où on voyait donc, un massage des pieds et des mains aussi. Plus près de nous, en 1938, il y a eu une dame, Madame Eunice Ingham, qui a fait connaître aussi la réflexologie plantaire, elle avec un ouvrage qu'elle avait écrit et qui s'appelle justement « Ce que les pieds peuvent raconter grâce à la réflexologie ». Donc voilà un livre qui a été lu dans le monde entier qui a fait connaître donc, la réflexologie plantaire. D'accord. Alors comment justement est vue la réflexologie plantaire par les professionnels de la santé? Alors en France, eh bien, c'est considéré par les professionnels de la santé comme un soin de support. Donc dans les hôpitaux, dans les unités, dans les centres antidouleurs. Et par les professionnels du bien-être, là c'est plutôt comme un soin de confort. C'est dans les spas par exemple, dans les instituts. Voilà un peu la nuance. Et puis c'est un massage qui a la particularité d'être thérapeutique, parce qu'il gère en fait les manifestations psychosomatiques qui sont dues au stress, donc tout ce qui est tension nerveuse, constipation, migraine, douleurs musculaires, du dos, etc. Voilà un peu ce que ça résume en fait. Alors comment agit justement la réflexion plantaire? Alors comment ça agit? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a près de 7200 terminaisons nerveuses sous chaque pied. Alors elles sont étroitement interconnectées par la moelle épinière et par le cerveau à toutes les parties du corps. Donc, tout est relié. Et en fait, les pieds, eh bien, c'est le miroir. Ce sont les miroirs du corps, parce que chaque organe, eh bien, il est représenté par un point réflexe sur le pied. Ensuite, il y en a qui sont représentés sur un pied et d'autres sur les deux. Alors, par exemple, les poumons, eh bien, ils ne se trouvent... Non, pardon, je m'embrouille. Oui, mais c'est alors normal, c'est un sujet assez délicat. Voilà, je disais qu'il y avait des organes d'autres qui étaient représentés sur les deux pieds et d'autres que sur un seul. Alors, par exemple, pour les poumons, voilà, c'est sur les deux pieds. Mais la rate, par contre, c'est que sur le pied gauche. Voilà. D'accord, ok, c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez technique. Alors, comment on fait? Alors, comment ça se pratique? En fait, c'est un toucher spécifique qui se fait sur les pieds avec les mains. Le réflexologue, donc, il va localiser les tensions. Ensuite, il va rétablir avec ses mains l'équilibre par des pressions. Donc, il exerce des pressions sur les pieds. Et puis, voilà, avec ces pressions qui sont dosées et très précises, il arrive donc à rétablir un équilibre. C'est bizarre, parce qu'on est souvent en train de penser à notre dos, mais il y a aussi, le pied. Il y a aussi les pieds. Ouais. Alors, on peut aussi se masser soi-même les pieds? Oui. Bon. Tu peux essayer. Même si on ne sait pas où est-ce que ça se trouve. On peut se masser les pieds, ça peut toujours soulager en tout cas. Et puis c'est bien d'avoir quand même des séances de réflexologie régulièrement. Mais bon, on ne peut pas toujours en avoir. Donc on peut se faire soi-même des massages du pied ou se faire faire par quelqu'un, tout simplement. Alors la réflexologie se pratique que sur les pieds? Non, ça se fait aussi sur les mains, Élise. Ok, d'accord. Sur les pieds et sur les mains. Donc il y a des mais bon, aussi, okay. Il y a des points aussi comme sur les pieds, donc sur les mains qui sont reliés à chaque organe du corps. Voilà, c'est le même principe. Bon, nous, pour l'heure, on s'intéresse au massage du pied. Donc, si tu veux bien, on va regarder le reportage et on verra bien comment ça se passe. Aujourd'hui, on va voir la réflexologie plantaire. Donc, c'est un massage qui dure une 50aine de minutes environ. On travaille essentiellement sur les pieds. On va travailler les énergies. Chaque point correspond à un organe en particulier qu'on va venir travailler. Les énergies se rééquilibrent au bout de 2-3 jours. Et donc, par contre, il y a des contre-indications aussi pour ce soin. Ça va être les femmes enceintes, les maladies évolutives et les gros problèmes circulatoires. Voilà. Sinon, on sait aussi que ça agit énormément au niveau du sommeil. C'est très réparateur. Ça favorise la décontraction.
Et on peut le faire vraiment sur tout type de personnes. Donc la première étape, c'est la décontraction du pied, avant de travailler et de stimuler les points. Donc là, on va venir détendre le pied en profondeur. C'est exactement le même principe pour les mains. Voilà. On retrouve les mêmes points aux mêmes endroits. Relax. There is an answer to the darkest time. It's clear we don't understand, but the last thing on my mind. Voilà, première étape terminée. On va pouvoir commencer à travailler le pied. Ça peut être douloureux, effectivement. Le but étant d'éviter que ce soit douloureux. C'est pour ça qu'on demande toujours aux clients si la pression convient, puisqu'il y a des clients qui aimeront plus fort, d'autres qui aimeront moins fort. En règle générale, c'est parce qu'on a souvent mal aux pieds qu'on vient voir les gens. Après, c'est de l'énergétique aussi. Donc ça peut être une douleur liée à un organe en particulier, mais comme j'expliquais, c'est lié aux énergies. Donc là, le but, c'est vraiment d'éliminer toutes les tensions, d'éliminer tout ce que nous, on appelle des cristaux. C'est ce qui va former des petites tensions, en fait. C'est de l'acide lactique qui se forme, que le corps n'arrive pas à éliminer et qui se stocke au niveau des pieds, en fait. C'est des toxines que le corps n'arrive pas à éliminer, en fait. Après, il est vrai que les gens qui ont des problèmes au niveau du sommeil réagissent très bien à ce type de massage-là. Quelques jours après, le temps que les énergies se rééquilibrent. Voilà. Ça agit beaucoup au niveau du sommeil. Donc là, par exemple, on va travailler le plexus solaire, qui est un point très important au niveau du corps, qu'on va retrouver aussi au niveau du ventre. C'est le point énergétique du corps. C'est celui qui capte et qui garde tout le côté émotionnel. On a juste en dessous du coussinet le point estomac aussi. Comme au niveau des mains, si on connaît les points, on peut se le faire soi-même et ça peut soulager. Et là, on va arriver à un autre point qui est le point vessie. Et les reins. Donc en règle générale, ce point-là est douloureux pour tout le monde. Donc ensuite, on va venir travailler cette zone-là, qui va être la colonne. Sacrum, coccyx, lombaire, dorsale, cervicale, toute la colonne. Pour terminer, jusqu'au cerveau. Et on reprend. En règle générale, c'est des manœuvres qu'on va répéter à peu près 3 fois pour bien travailler correctement. Et de l'autre côté, on va travailler tout ce qui est articulation, coude, épaules, genoux. Donc là, on va venir travailler au niveau de la voûte plantaire, le gros intestin. En règle générale, il est lié avec l'estomac. On va venir travailler juste au-dessus du talon. Et on va travailler le nerf sciatique. C'est
les maladies du siècle, avec les problèmes lombaires et cervicales. Nous, on est plus sur une méthode de bien-être et de relaxation, alors qu'en Chine, c'est vraiment des méthodes thérapeutiques. Ils soignent avec ça. Voilà. Parce qu'ils poussent plus dans leur recherche et dans les points. Et on va travailler le cœur par mouvement circulaire. Donc là, on va drainer. Et on va venir travailler le système lymphatique par point de pression montante tout autour de ce qu'on appelle la malléole, qui est l'os de la cheville. Et on termine toujours par des manœuvres d'effleurage et d'englobage avant de passer au deuxième pied. Donc là, sur le dessus, je travaille le diaphragme au niveau de la cage thoracique. Et on est reparti pour faire exactement les mêmes points que sur l'autre pied. Et voilà. Alors, ça doit être relaxant tout ça. Tu as essayé, toi Ben, Élise, j'aurais bien voulu, mais bon, j'avais pas trop le temps. Mais bon, tu sais, moi, je me masse moi-même ou bien je trouve toujours quelqu'un pour me masser les pieds. Donc, pas de souci. Et puis, tu sais, après une journée de tournage, hein, c'est très relaxant. Donc, je conseille de vous faire masser les pieds. Vous pouvez embaucher le mari, la femme, les enfants, tout le monde à la maison. Et même, ça devrait être pratiqué dans chaque foyer, hein, la réflexologie plantaire. Ça ne peut faire que du bien. Voilà, une bonne méthode de relaxation, anti-stress, déjà pour commencer. Et puis surtout, après, comme tu l'as dit, une longue journée. Hein, on peut se remasser pour se faire du bien. Et puis, comme je dis souvent, enfin, on a tendance à négliger ses pieds, comme tu disais tout à l'heure. Bah oui. Et alors qu'on prête plus d'attention aux autres parties du corps. Pourtant, ce sont nos pieds qu'on sollicite continuellement, tous les jours déjà. Pour nous porter, pour nous emmener partout, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il neige. Donc, ils supportent tout, nos petits pieds, et puis on leur fait voir de toutes les couleurs, et on les oublie. Donc, ne les négligeons pas, et puis soignons-les. Voilà, écoute, on va essayer de suivre tes conseils, Anna, et puis on te dit à la semaine prochaine. Et moi, je vais aller tout de suite me faire masser les pieds. Voilà, donc on retrouve donc notre amie Chloé pour notre rubrique Demander le programme. Salut Chloé. Salut Lise, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir le portrait d'un artiste plasticien qui s'appelle Nenad Todorovic. Alors dis-nous en plus, que fait-il? Alors je vais commencer par le présenter. Alors Nenad est né à Paris, de parents yougoslaves qui étaient venus s'installer en France dans leur jeunesse. Ensuite, il a vécu en banlieue avec son oncle, sa tante, ses 3 cousins et puis ses grands-parents, pendant que ses parents travaillaient à Paris. Donc sa langue maternelle, c'est le yougoslave. Donc à l'âge de 4 ans et demi, il est allé à l'école à Paris. C'est là qu'il a appris à parler français. Et puis il a grandi donc à Paris toujours, il a grandi, devenu adulte, et puis il a voyagé autour du monde pendant 9 mois avec la mère de son fils. Et ensemble, ils ont décidé par hasard en fait de s'installer en Nouvelle-Calédonie puisqu'ils hésitaient entre d'autres pays. Voilà, donc ils se sont installés par hasard en Calédonie. D'accord, alors est-ce que tu peux justement nous parler de son art? Alors comme je le disais, il est artiste plasticien, peintre, sculpteur, il travaille donc différentes matières comme le verre, le métal, le plastique. Et donc il a commencé très tôt à faire des expériences sur la matière. À la transformer, à la faire fondre, surtout à la sculpter. Par exemple, sa première œuvre, il l'a réalisée quand il avait 4 ans et demi, c'était chez sa tante. Il a construit en fait avec de la terre glaise, il a construit un petit four en briquettes pour justement pouvoir fabriquer des petites briquettes. Donc ça, c'est sa première création. Donc déjà à l'époque, il avait l'esprit d'analyse, hein, et puis il savait très bien faire le feu aussi. Donc il a créé ce four. Puis un peu plus tard, vers l'âge de 6-7 ans, il a voulu forger un gros clou de charpentier. Donc il a forgé
mangé à froid, c'est devenu un sabre sur lequel il a fixé un petit manche en bois et ce sabre a fini quelques années plus tard sur une de ses sculptures, en l'occurrence un pirate. D'accord, donc il a commencé très tôt en fait ses expériences sur les matières. Tout à fait, il était également fasciné par le feu, il le dit lui-même, il a été pyromane très tôt, donc il a su maîtriser le feu aussi très tôt, il aime faire fondre les choses pour voir ce que ça fait en fait, quel résultat ça va donner. En fait. Un gentil pyromane, un pyromane rêveur. Donc un peu comme les gens, comme les enfants pardon, qui font des bêtises. D'ailleurs sa première cuisson de verre c'était dans un feu de bois à Ouvéa. Il a partiellement mis le feu au faré sous lequel il était Carrément. le feu. Voilà, il a su l'éteindre rapidement, mais voilà, c'était sa première expérience avec le verre. La fusion de verre. D'accord. Alors, je rappelle pour les enfants qui nous regardent qu'il ne faut pas jouer avec le feu. C'est très très dangereux, donc faut vraiment faire attention. Alors, mais il ne pouvait pas faire, je sais pas moi, du dessin pour commencer normalement Comme tout le monde, non, il fait rien comme tout le monde. Alors, si, il est passé par le dessin vers l'âge de 10 ans, mais ça n'a pas duré en fait. Dès qu'il a su maîtriser un petit peu le dessin, il a arrêté. C'est un peu sa technique en fait. Dès qu'il sait maîtriser. Il a brûlé, ça fait quoi. Ouais. Il s'est mis à brûler ses stylos. Mais dès qu'il maîtrise quelque chose, il arrête, il passe à autre chose. Donc voilà, il a plutôt très vite préféré les volumes, le travail de la matière en fait. Donc je vais le laisser en parler lui-même. C'est Mara Lourde qui est allée à sa rencontre, pardon. Nenad Todorovic, portrait. Dans la vie, j'ai des occupations artistiques, donc depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'essaye de travailler un petit peu toutes les matières. J'ai pas vraiment de formation, donc ça me laisse libre cours de faire tout ce que je veux, comme j'ai envie. Donc depuis l'année dernière, je travaille le plastique. Donc toutes les matières plastiques qu'on peut retrouver dans sa poubelle, par terre ou n'importe où. Je les réutilise en les refondant, en les réassemblant, puis je laisse aller mon imagination pour faire des personnages, des tableaux et aussi du mobilier. Donc un nouveau concept pour faire des tables, des chaises, des étagères, etc. Voilà le type de matière première qui me sert pour mes réalisations en plastique. Donc je peux inclure cette bouilloire qui n'a plus de chargeur, qui sûrement ne fonctionne plus. Je peux l'inclure dans un de mes fauteuils, par exemple. Voilà, c'est la manière dont je travaille. J'ai travaillé aussi le plâtre, la résine, le bronze, et puis le verre également, donc, que j'ai travaillé sous différentes formes. Et là, le plastique m'est venu tout naturellement. C'était une matière que je n'avais pas encore travaillée, et puis c'est d'actualité. C'est une matière qui est imputrescible, qui pollue la planète. Elle est là, gratuite, elle est offerte, donc je m'en suis servi. L'état d'esprit que j'ai quand j'utilise une matière, c'est surtout l'expérience. Voilà, j'expérimente ma créativité sur cette matière-là. Ça reste toujours des challenges. Donc après, j'y associe ce qui pourrait être une action humanitaire pour l'écologie, débarrasser donc nos villes des déchets inutiles, tout en les utilisant, en faisant des choses qui sont ou jolies, décoratives ou utiles. Et puis l'état d'esprit aussi, c'est que si mes idées accrochent, voilà quoi, ça peut générer des émulations, et puis du travail, et puis des commandes, et créer des emplois, etc., etc. Tout en sauvant nos chers poissons et tortues dans la mer. Alors voici Poséidon ou Neptune, je ne sais pas comment on l'appelle.
là, avec son trident. Et donc, dans sa main, il tient un tableau que j'avais fait pour ma dernière expo, qui s'appelait le sixième continent. Et donc, voilà, ça c'est la représentation d'un petit morceau du sixième continent, donc avec les plastiques qui flottent dans la mer et qui des fois descendent jusqu'à 300 mètres d'après ce que j'ai entendu. Voilà, la pollution. J'ai commencé à utiliser un petit chalumeau parce que je voulais aussi voir ce qui se passe quand je fusionne et pouvoir intervenir avec des petits outils sur la matière. Donc j'ai utilisé un chalumeau et puis après j'ai utilisé un décapeur thermique. Et donc à partir de là, petit à petit, j'ai développé mes connaissances sur la matière et puis j'ai commencé à faire différentes choses. Donc tout d'abord, voilà, je fais fondre le plastique. Donc ça prend un certain temps. Alors voilà, le plastique a commencé à fondre. Voilà, on peut mélanger les couleurs aussi. Voilà, on mélange un peu le blanc et le bleu ici. Alors j'essaye d'équilibrer aussi les couleurs. Donc là, c'est pas encore fini, hein. J'ai fait les premières couches de base. Et après, par-dessus, je vais rajouter des petits objets colorés qui vont finir l'équilibrage des couleurs du fauteuil. Il n'y a pas de continuité, chaque centimètre carré est unique. Donc en fait, à chaque centimètre carré, c'est une nouvelle recherche et puis une nouvelle expérience. Donc je commence à connaître la matière. Ce qui est rigolo, c'est que je peux voir un bout de plastique par terre et savoir comment il va se comporter à la fusion. Donc voilà, c'est le fruit de mes recherches. C'est la curiosité, c'est de savoir comment ça fait. C'est tout simple, comme un enfant qui fait des bêtises, parce qu'il a voulu voir comment ça faisait. Maintenant, en tant qu'adulte, je continue à faire des expériences et en essayant de ne pas faire de bêtises, du style enflammer le dock ou faire exploser quelque chose. Cette sculpture, c'est la sculpture que j'ai faite lors d'une exposition sur le destin commun à la Galerie Réservoir. Et donc, ma représentation du destin commun, c'est un fil discontinu qui tourne comme ça, de en bas jusqu'en haut, qui à chaque intersection change de couleur. Donc ça passe du noir au doré, au blanc, après c'est le noir, le doré, le blanc et ainsi de suite. Donc qui représente les noirs, les blancs, les gens métissés, les autres. Et donc pareil pour les tuteurs, donc ça démarre aussi avec du blanc, du doré, du noir, du blanc, du doré, du noir, etc. Et donc l'histoire de cette sculpture, c'est voilà, ceci est une histoire. Nos destins se croisent, se décroisent, parfois s'unissent, mais nos tuteurs, toujours vers le haut, nous emmènent. Et donc vers la fin, ici, sur le haut du plus gros tuteur, il y a un doré qui n'existe pas dans la sculpture. C'est une couleur un peu différente des autres dorés qu'on retrouve ici. Donc c'est le métissage ultime qui sauvera notre terre du racisme et de la ségrégation et tout le reste. Et donc dans cette sculpture de destin commun, j'ai inclus 3 petits miroirs à 3 différentes hauteurs pour dire à la fin de mon histoire que le destin commun, regardez, vous êtes dedans. Le destin commun, on ne peut pas être que spectateur, on est dedans. Et donc on y travaille, on vit dedans et c'est nous qui le créons, ce destin commun. Tout dépend du regard qu'on porte sur dénaturer ou mettre en valeur. Moi, franchement, j'ai l'impression de la mettre en valeur parce que comme je l'ai trouvé par terre dans une poubelle ou voilà, en vente dans une brocante, c'était quelque chose dont les gens ne voulaient plus. Et moi, j'en fais des choses qui, bon, même celles que je n'ai pas vendues, je les aime quand même. Donc, je mets en valeur. Maintenant, le style que j'utilise, qui est abstrait, on va dire, j'aime pas utiliser le mot trash parce que ça reste quand même joli, c'est pas de la poubelle.
c'est un style qui peut ne pas être assimilé par tout le monde, je le conçois. J'aime bien l'accumulation des choses, j'aime bien ce qui est lisse, mais j'aime bien aussi ce qui est rugueux. Je vais un petit peu partout et c'est vrai que mon style du moment, il est assez déstructuré, il est assez rugueux, il n'y a pas vraiment de sens. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Et j'ai pas l'impression d'avoir dénaturé la matière, même si je l'ai chauffée, fondue, brûlée. Étant donné que pour moi, c'est comme une malédiction, ou une maladie, ou je sais pas, un chromosome en plus ou en moins. Donc être artiste, c'est comme ça pour moi depuis toujours. C'est vrai qu'à l'école, je passais mon temps à rêver. Quand j'étais tout petit, je rêvais pareil tout le temps. Donc c'est mon univers. Alors je sais que j'ai toujours été un petit peu à part. J'ai aucun diplôme dans la vie. Je suis autodidacte. Mon processus de création, quand je crée, je vais trouver un objet qui va m'inspirer. Je vais partir à partir d'un objet qui m'inspire une sensation, un sentiment, ou j'ai déjà une idée et je sais quels objets je vais rassembler pour faire cette création. Et donc à partir de là, j'essaye de travailler sans plan et sans croquis, parce que souvent mes idées évoluent au fur et à mesure que je crée. Et donc je vais partir d'un objet, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, ou j'ai une petite idée, et souvent l'idée va évoluer, va s'épanouir, et à la fin, je décide à un moment donné que l'œuvre est finie. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais je peux aussi la reprendre, continuer. Et puis à partir de là, ça me fait un nouveau concept à partir duquel je peux travailler et donc refaire d'autres œuvres. Voilà, donc il l'a dit, il travaille différentes matières, le métal, le verre, le plastique. Alors, est-ce que tu en sais un peu plus sur Oui, alors je vais vous raconter d'ailleurs une histoire qu'il nous a confiée autour de son travail sur le métal. Alors, ça a été en 2011, sa période métal. Il avait fait plusieurs démarches pour pouvoir entrer en contact avec la mairie de Nouméa et leur proposer donc ces nouvelles sculptures en acier, mais il n'arrivait pas à obtenir de rendez-vous. Donc, au culot, il a chargé dans sa voiture une sculpture qu'il avait faite, une sculpture qui mesurait 2 mètres de haut, qui pesait 50 kilos. Il l'a portée à bout de bras jusqu'au bureau du responsable le responsable du service de la vie des quartiers pour l'obliger, en fait, pour le mettre sur fait accompli, lui montrer son travail, ce qu'il faisait. Donc, suite à ça, grâce à son culot, la mairie a passé une commande de 16 sculptures. C'était pour les Jeux du Pacifique en Calédonie. Donc, c'était 16 personnages sportifs en acier, donc qui représentaient différents sports. Il y avait des archers, des tennisman, footballeurs, rugbyman, basketteurs, etc. Donc j'ai l'impression que c'est des sculptures que j'ai reconnues au port, c'est pas ça? Alors je sais pas où est-ce qu'elles sont actuellement, mais c'était à l'occasion des Jeux du Pacifique qu'ils les avaient faites, donc c'est possible puisqu'il y avait les Jeux du Pacifique, le village c'était à Nouville. Voilà, c'est ça, ressemble donc, un peu. C'est possible. Alors ces sculptures, il a créé tout seul? Alors effectivement, le challenge était là, c'est qu'il travaillait en fait avec une quarantaine de jeunes qui étaient âgés entre 18 et 30 ans, issus donc des 8 maisons de quartier de Nouméa. Donc tous les matins, un bus passait récupérer les jeunes dans toutes ces maisons de quartier. Donc il y avait 2 groupes de 20 au total. Ils ont travaillé ensemble pendant 4 mois pour réaliser ces 16 sculptures. Donc d'après Nénat, ça a été une super expérience pour lui. Ça a été une super expérience. Alors au début, il y avait un peu quelques craintes d'animosité entre les jeunes puisqu'ils viennent de différents secteurs. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Et puis au final, ils sont devenus très bons amis. Tout le monde s'est très bien entendu. Ça a été très épanouissant pour tout le monde, aussi bien pour Nénat que pour ces jeunes-là. Donc beaucoup ont découvert la soudure, le monde de l'art aussi, puis le travail en équipe, avec des personnes qui ne connaissaient pas, donc c'était un vrai travail, des journées de 8 heures, et puis un travail physique aussi, puisque porter le métal, la soudure, c'est quand même un travail assez physique. Alors, est-ce que ces jeunes, justement, étaient sensibles à l'aspect artistique du travail? Alors oui, justement, ils ont été aussi sensibles au côté artistique
et créatifs. Ils ont d'ailleurs créé pour eux-mêmes des petits objets, en plus des personnages sportifs qu'ils ont créés en acier. Donc Nenad a pu découvrir ainsi des élans artistiques parmi ces jeunes. Et puis suite à cet atelier aussi, selon le maire de l'époque, Monsieur Jean Lec, sur les 40 jeunes qui ont participé donc à ces ateliers, 30 ont ensuite trouvé un emploi et ont pu avoir une bonne intégration sociale. En fait. Voilà, donc challenge réussi. Et puis Nenad disait qu'il avait aussi travaillé le verre. On a d'ailleurs vu de très belles œuvres dans le sujet. Alors j'adore plutôt l'éventail là qu'il a créé. Il est beau, c'est une belle pièce. On peut le revoir d'ailleurs en photo. Donc oui, cet éventail. Alors il a été initié au travail du verre avec la mère de ses filles sur un chantier qui a duré 3 ans, un chantier de rénovation, restauration de vitraux. C'était à l'église d'Ouvéa et puis sur d'autres églises du territoire. Son travail l'a même emmené jusqu'à Futuna pour la création de vitrail pour une petite chapelle là-bas. Donc effectivement, c'est une matière qui lui a plu pour ses couleurs, son aspect, sa transparence, sa brillance, son éclat. Donc il a continué ensuite à expérimenter dans la fusion des créations de vitraux. Il a aussi soufflé un petit peu le verre. Et donc oui, c'est une matière qu'il aime bien. Il va continuer à la travailler après le plastique et pourquoi pas les mélanger aussi. Il l'a déjà fait un peu en mélangeant le métal, le verre par exemple. Voilà, donc on l'a compris. En ce moment, il est dans sa période plastique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il a en projet de créer du mobilier en plastique. On a vu d'ailleurs dans le sujet des chaises. Il pense faire donc des tables basses, des étagères, des petits canapés, des loveuses, etc. Alors où est-ce justement qu'il trouve de la matière plastique qu'il utilise? Alors en fait, il fait les foires aux affaires, les brocantes. Il va aussi à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, en fait, lui met de côté quand ils ont des objets en plastique qui sont cassés, un peu défectueux. Ils lui mettent de côté, donc lui, il passe les récupérer. Et puis parfois, c'est des objets qu'ils trouvent au bord de la route. Les gens, ils mettent leurs ordures au bord de la route. Donc il y a des couleurs qui l'interpellent, des matières qui l'interpellent. Donc voilà, il récupère au bord de la route. Et puis avec son association qu'il a montée, le MIA, le Mouvement de l'individu actif, il compte organiser aussi des collectes de plastique, pourquoi pas. Donc les gens mettraient en fait tout ce qui est objet cassé en plastique de côté pour lui et lui passerait les récupérer par exemple. Voilà, en tout cas c'est pas mal, c'est original, il fait du recyclage, c'est très bien. Alors et puis il pourrait justement éventuellement mélanger justement le plastique à d'autres matières aussi du coup. Effectivement, c'est ce qu'il veut aussi. Et puis avec ce mobilier atypique, ce mobilier en plastique, il pourrait faire d'une pierre 5-6 coups. Ça c'est une expression qu'il aime bien employer. Donc ça permettrait d'utiliser les détritus, de recycler les matières plastiques qui sont destinées à la déchetterie. Ça pourrait également créer des emplois s'il a des commandes, des grosses commandes. Et puis c'est un mobilier qui serait bien sûr plus solide qu'un mobilier normal. Une chaise en plastique, il n'y a pas photo. Quand on rajoute des couches de plastique dessus, ça devient quasiment un fauteuil. Donc ça serait beaucoup plus solide, ça durerait plus dans le temps. Et puis si ça casse, on peut bien sûr lui rapporter. Il répare, il fait fondre n'importe quel bout de plastique dessus. Puis ça évolue, du coup, ça évolue au gré du temps, à volonté. Et puis ça peut durer comme ça éternellement, quoi. Puis surtout, il pourrait continuer à faire ce qu'il aime. Voilà, donc de la table, il peut faire une chaise avec le plastique. Donc c'est original. Donc pourquoi pas justement faire même de l'immobilier urbain, du mobilier urbain, donc des bancs en plastique dans la ville ou les parcs pour les enfants, ça serait sympa. Ça déjà. intéressant, Au niveau des enfants, ils sont en Nouvelle-Calédonie, on voit les parcs de jeux en plastique, donc du coup, il pourrait le faire aussi. En tout cas, on lui souhaite de réussir dans son projet. Merci Chloé de nous avoir parlé de Nenad. On poursuit avec des expos, spectacles et puis ateliers. Oui, Élise, alors en prélude à la Journée internationale de la femme du 8 mars 2015, l'association Les Amis du Musée de Nouvelle-Calédonie et le Musée de la Nouvelle-Calédonie ont proposé tout au long de la semaine une semaine thématique intitulée Des arts et des ailes pour mettre en lumière le savoir-faire des femmes de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la première manifestation organisée dans le cadre des 40 ans du festival Mélanésia 2000, Mélanésia 1975-2015. Et donc cette semaine se clôture demain, samedi 7 mars, à partir de 9h jusqu'à 16h30. Alors au programme de la journée, il y aura des démonstrations, des initiations aussi aux différentes techniques appliquées en atelier pendant cette semaine. Donc il y a par exemple du dessin de sable, des parures végétales. On a pu voir aussi des peintures sur tissu, du tressage de feuilles de cocotier et du tressage de jonc. Vous pourrez également voir demain au cours de la journée une exposition photo qui s'intitule Mélanésia 2000 et elle, donc à partir de photographies anciennes en fait de nos grands-mères, de nos mères, de nos sœurs qui
qui voilà, exposent leur savoir-faire et puis leur savoir-être. Et bien, cette expo a pour but d'immortaliser l'époque au travers de la robe mission en fait. Donc les artistes invités pourront également s'inspirer de ces clichés pour immortaliser un petit peu les photos, ces clichés-là, l'anonymat en fait de ces jeunes éternels qui prennent un peu vie. Voilà, donc cette exposition sera également visible dans la salle d'exposition temporaire du musée jusqu'au 30 mars 2015. Vous pourrez demain au cours de la journée également profiter d'une exposition des œuvres réalisées en atelier artistique pendant cette semaine par les participants. Et puis bien sûr, la restauration sera assurée sur place tout au long de la journée. Et puis il y a également une soirée, dans la soirée donc de 19h à 21h, il y aura également un spectacle de danse du collectif Nian qui s'intitule Portrait de femmes. Donc l'ouverture des portes se fera à partir de 18h et ce spectacle sera suivi d'un échange sur la violence faite aux femmes. Voilà, il y a un autre spectacle est proposé au Théâtre de Poche. Oui, alors après le succès du spectacle Les Comédies loufoques présenté l'année dernière au Théâtre de Poche, l'atelier création de la compagnie Nez à Nez ainsi que les Chouquettes Girls récidivent avec un nouveau spectacle composé de sketchs burlesques à mi-chemin entre la comédie et l'art clownesque et puis c'est surtout né d'improvisation. Donc les Comédies loufoques 2, ça se passera les 12 et 13 mars à partir de 19h et samedi 14 et dimanche 15 à 18h, c'est au Théâtre de Poche. Voilà, donc le week-end est bien rempli, n'hésitez pas à aller dans la programmation culturelle est complète. Merci Chloé, je te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, merci à tous, un très bon week-end. Allez, on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. Le CES, le Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie. Les entreprises y présentent leurs produits, les différentes innovations dans le domaine. Et au fil des ans, le CES est devenu le plus important des rassemblements de ce style. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les constructeurs et les particuliers friands de high-tech. Et ça fait beaucoup de monde qui se retrouve chaque début d'année à Las Vegas pour une semaine d'exposition. Et alors, ça a donné quoi cette Consumer Electronics Show? Alors, cette année, comme tous les ans, ce salon est un peu le théâtre des annonces nouveautés. Ceux qui y vont, en gros, ils ont un aperçu de ce que le futur proche nous réserve en matière de technologie. Après, le but, bien entendu, c'est d'avoir du flair, de savoir reconnaître et miser sur ce qui risque de marcher pour toujours être à la pointe et avoir une longueur d'avance. Cette année, il y a quand même eu 3000 exposants, donc ça fait beaucoup de nouveautés à découvrir. Alors, est-ce qu'il y a quand même une tendance générale qui se dégage des inventions marquantes, par exemple? Alors, des inventions marquantes, pas vraiment. D'après les rapports d'experts que j'ai pu lire, il n'y a pas eu grand-chose qui sortait vraiment du lot. Mais par contre, la tendance est sans conteste aux objets connectés. L'Internet des objets repose sur la capacité qu'ils ont à communiquer entre eux sans intervention de l'utilisateur. Alors, entre l'impression 3D et les drones, ces objets avaient sans hésitation la vedette du CES 2015. On regarde. Le rendez-vous technologique du salon CES nous rappelle que l'avenir s'annonce connecté. On parle de The Internet of Things, l'Internet des objets en français, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on parle de l'Internet des objets, on parle d'une certaine manière de la façon dont votre thermostat interagit avec votre voiture. On commence à voir beaucoup de choses de ce genre ici, des maisons connectées avec la voiture, avec le garage, avec l'arrosoir. C'est ça l'Internet des objets pour les consommateurs. Les fabricants font de plus en plus la promotion d'objets destinés à aider les consommateurs à imaginer leur maison connectée. Où les portes s'ouvrent seules, où les lumières et le chauffage se mettent en marche avant votre arrivée, ou quand vous tournez la poignée de la porte, sans parler de la cuisine du futur où Internet sera plus que présent. Et des drones comme s'il en pleuvait, les firmes 2.0 parient sur le fait que les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ce genre de gadgets. Et si vous égarez souvent vos clés, pas de problème, des applications sur votre smartphone vous permettront de les retrouver. Les imprimantes 3D sont également à l'honneur de la CES Las Vegas cette année. Ainsi, 3D Systems a dévoilé son dernier modèle, le Cube Pro.
L'année dernière, l'impression 3D était encore en phase de développement et son champ d'application était limité. Aujourd'hui, l'impression 3D peut vous permettre de créer des objets de la vie de tous les jours au lieu de ne faire que de l'innovation ou des choses qui ne serviraient qu'à des techno geeks. Du jeu d'échecs aux bijoux, le champ créatif des imprimantes 3D semble désormais ne plus avoir de limites. Et oui, l'impression 3D, décidément, on n'arrête pas d'en parler. Et oui, c'est clair, c'est quelque chose qui est vraiment très très présent sur le marché de la haute technologie. Mais ce qui est ressorti des rapports de ce salon, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment la tendance des objets connectés. Ils veulent vraiment s'immiscer dans nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Mais j'ai pas besoin qu'on connecte mes objets, moi, je m'en sors bien toute seule. Et c'est le progrès, Élise, en tout cas. Pas besoin quand même. Oui, mais les constructeurs, en tout cas, voudraient bien nous en convaincre qu'on en a besoin. Alors, d'après les sondages, hein, ce qui plairait le plus aux consommateurs dans le monde des objets connectés, ce serait la surveillance de la maison, la santé, le sport et l'automobile. Sans oublier la santé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon un peu des objets qui ont été présentés cette année. Bon, je suis un peu sceptique, mais je veux bien voir comment ça marche et ce que ça donne. Mais oui, quand même, hein, rien que pour voir un peu tout ce qui existe, parce que les inventeurs, eux, ils ne s'arrêtent pas d'inventer. Ça y va, que ce soit utile ou pas d'ailleurs. Hein. Et puis alors, il y en a tellement que je dois dire qu'on s'y perd un peu dans tout ça. Mais on peut déjà noter que les vêtements, par exemple, sont de plus en plus connectés. Alors, on surveille tout, hein, sa température, sa fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle on marche, notre géolocalisation. Rien n'est laissé au hasard, même si ça ne paraît pas utile pour tout le monde. Je veux bien te le concéder. Bah oui, si on n'est pas malade, on n'a pas besoin de se surveiller en permanence. Il faut se détendre un peu. Et oui, bah, je suis plutôt d'accord. Respirer, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi, Élise, mais ce n'est pas vers ça que va la tendance, en tout cas, en matière de high-tech, hein, comme tu peux le constater. Autre exemple, ont été présentés des objets connectés pour limiter au maximum le risque de se faire dérober ou de perdre des documents importants, son passeport, sa carte bancaire ou encore son permis de conduire. Donc on met toutes ces affaires dans une sorte de petit boîtier en fibre de carbone, donc très très solide. Donc on choisit la dimension qu'on veut. Et ce boîtier est couplé avec un lecteur d'empreintes digitales et bien sûr également connecté au smartphone. Et si les deux objets, si les deux objets s'éloignent de plus de 5 mètres, eh bien une alerte se déclenche pour nous prévenir. Attention, on est en train de perdre ses papiers. Bon, ben, si on n'a pas de smartphone, on peut rien faire. Hein. Dommage, j'avais bien aimé justement l'application pour trouver les clés de voiture. Là. Ces clés, tout simplement. Oui, ça, je pense que ça pourrait être très, très utile à beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, hein, perdeurs de clés que nous sommes. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce que cherchent les constructeurs, nous créer des nouveaux besoins auxquels on n'avait même pas pensé. Heureusement, encore ici, on est encore un peu préservé, on est assez loin de tout ça parce que ça va loin. Je vous le dis, ça va loin. Allez, fais-nous peur. On aime bien au fond, finalement. Alors, en matière d'objets insolites, on est servi dans ce genre de salon. Cette année, un polygone, par exemple, nous permet de transformer nos mouvements en musique, alors qu'on le secoue, qu'on le lance en l'air et le rythme change, de nouveaux sons s'ajoutent, créer des mélodies sans savoir jouer d'un instrument, en gros. Donc, si ensuite, on a envie d'écouter son chef-d'œuvre en extérieur autour d'un verre bien frais, eh bien, on peut le faire en emportant un seul objet, en fait, des enceintes qui font aussi glacière et qui sont bien entendu connectées au smartphone. Oh, mais ces boissons dans une enceinte? Bon, pourquoi pas? Ben oui, et on pourra peut-être bientôt aussi se la faire porter par un robot, puisqu'ils sont également de plus en plus nombreux et présents sur le marché. Donc voilà, en plus ils sont capables de se déplacer, de voir au travers d'une caméra et également de communiquer avec nous au travers d'un vidéoprojecteur et puis de haut-parleurs. Et ils font aussi la cuisine, le ménage? Ah, ça serait vraiment intéressant, en effet, et ça changerait vraiment nos vies, je dois dire, mais malheureusement, pas d'annonce dans ce genre. En gros, on nous crée, on va dire, des besoins qu'on n'a pas vraiment, on va dire, besoin à la base, quoi, mais pas de solution à nos problèmes réels, finalement. C'est un peu ça, oui. À force, un salon comme ça doit bien donner mal au crâne, je pense, avec le foisonnement. C'est vraiment une jungle, toutes ces nouveautés. Il y en a énormément. Et en plus, le comble, c'est que tous ces objets sont rarement compatibles entre eux. Ça porte un nom, l'interopérabilité. Donc ça, c'est en fait la capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes informatiques existants au futur et sans restriction d'accès. Alors pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc cette influence massive d'objets connectés reste dans le chacun pour soi et c'est aux consommateurs de se débrouiller avec tout ça.
Bon, faut faire attention à ne pas aller trop loin aussi. Est-ce qu'on est sûr justement de notre sécurité, au moins avec tous ces ondes qui circulent là? Non, pour l'instant, justement, c'est encore en cours d'expérimentation. Oui. On n'en sait rien, c'est trop récent. Puis on est tous, on va dire, oui, tous ces robots, ces intelligences artificielles, des voitures autonomes, on n'aura plus besoin des humains, on ne servira plus à rien finalement. Ce sont des aspects qui sont assez effrayants, hein, en effet, je concède. Et d'ailleurs, on a déjà pu aborder les dérives qui sont liées à l'émergence de toutes ces nouvelles technologies. Donc c'est indéniable, ça commence à faire peur. Et d'ailleurs, de nombreux experts ont récemment co-signé une lettre ouverte pour mettre en garde justement les chercheurs contre les dangers de la technologie. Alors, l'intelligence artificielle, progrès ou danger? On regarde. Est-ce qu'un jour les robots et l'intelligence artificielle en général vont dominer l'humanité? C'est la question que se posent de nombreux experts dans le domaine qui viennent de co-signer une lettre ouverte. Ils demandent aux chercheurs de ne pas tomber dans les pièges de la technologie. Parmi les signataires, des noms prestigieux tels Stephen Hawking ou encore le cofondateur de Skype, Yann Tallinn, ou le PDG de SpaceX, Elon Musk. Francesca Rossi a aussi signé. Elle enseigne à Harvard et à Padoue. Elle revient sur ce qui l'a poussée à signer cette pétition. Certains disent qu'il ne faut pas s'inquiéter et que les machines ne sont absolument pas intelligentes. Et d'autres disent que d'ici peu, elles seront intelligentes, comme un être humain, et peut-être beaucoup plus, et alors se soulèveront contre les hommes. Aucune de ces deux positions extrêmes n'est raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'avoir une approche constructive et d'essayer de construire des images plus intelligentes, tout en faisant attention à leur sécurité, en vérifiant le comportement qu'elles peuvent avoir. Donc cette lettre et le document beaucoup plus long qui y était attaché a été rédigé dans cette optique. Être constructif et encourager les projets de recherche dans l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, aussi dans d'autres disciplines telles que la philosophie, la psychologie, l'économie, qui amènent à construire des machines intelligentes mais sûres. Et maintenant, une question un peu catastrophiste. Ces machines intelligentes pourront-elles surpasser l'homme qui est limité par les lois de la biologie, par exemple? On pourrait voir un jour des robots qui écrasent des hommes, qui les surpassent. Je ne vois pas comment un tel scénario catastrophe pourrait émerger naturellement de ces machines. Les machines pourront être capables de changer de comportement avec le temps, mais en suivant toujours leur programmation initiale. Mais il est certainement nécessaire de construire des machines intelligentes qui peuvent être vérifiées. Et est-ce que des situations comme celle dépeinte dans le film Her, où une relation se développe entre un homme solitaire et le système d'exploitation de son ordinateur sont possibles, ou n'est-ce que de la science-fiction? Hello, I'm here. Hi. Hi. On a déjà des machines qui interagissent avec les humains. On a des robots qui tiennent compagnie aux personnes âgées, par exemple, ou à des malades. Et ils peuvent présenter un certain niveau d'empathie. Ils peuvent interagir avec une personne de la même façon qu'une autre personne pourrait le faire. Je ne crois pas cependant que toute l'évolution que nous voyons dans ce film arrivera à court terme. La lettre ouverte invite aussi à la mise en place d'une législation avant que les voitures autonomes ne deviennent communes. Ces voitures sans chauffeur peuvent-elles être dangereuses? Disons que la technologie est prête, que ces machines sont prêtes à circuler sur les routes et qu'elles vont épargner la vie de beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui dans des accidents à cause de distractions. Ce qui manque toujours, c'est de comprendre ce qui pourrait être la bonne réglementation. Ce qui est important, c'est de savoir qui est responsable des décisions prises par les machines, quelles que soient ces décisions. Professoressa, la ringrazio molto della sua disponibilità e del suo tempo. Arrivederla.
Ben oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, Mara, hein, la technologie va plus vite que la législation et du coup ça pourrait être vraiment dangereux. Hein. Oui, voilà, et d'où parfois justement le long délai d'attente qu'il y a entre l'émergence d'une nouvelle technologie et sa mise à disposition dans le commerce. En tout cas, c'est clair hein, que d'un côté on assiste à une multiplication des annonces de nouveautés high-tech, mais d'un autre côté, on voit aussi émerger une méfiance de plus en plus grande de la part des consommateurs, et ce qui est assez rassurant, somme toute. Peut-être que le temps est venu de responsabiliser un peu ce secteur et de cadrer un petit peu les choses. Ne vous inquiétez pas, j'en fais partie et puis je ne vais pas dire le contraire. Merci Mara, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Elise, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc lundi pour une nouvelle quotidienne.